Oh, bonjour. Ça va? Si vous vous êtes déjà demandé qui est ce Rodrigo qui parle d'histoire, qu'est-ce qu'il fait de sa vie et est-ce qu'il préfère les pains au chocolat ou les croissants, aujourd'hui, je réponds à vos questions. En septembre 2017, j'ai commencé une licence d'histoire. Alors c'est une formation assez générale qui permet à la fois de découvrir le métier d'historien, mais aussi de se construire une réflexion critique. Lors de ma première année, j'ai d'ailleurs créé cette chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager tout simplement ma nouvelle passion, qui était l'histoire de Rome, mais aussi parce que ma fac était fermée, mais ça, c'est une autre histoire. Au bout de 3 ans, j'ai terminé ma licence, ce qui m'a permis de devenir licencié. Alors je suis quasiment persuadé que ce n'est pas du tout le nom qu'il faut utiliser, mais je l'aime bien ce nom, qui peut m'en vouloir? Après cette licence, j'ai décidé de continuer mes études dans le même parcours, en faisant un master de recherche sur l'histoire de l'Antiquité. Et ce qu'il faut comprendre quand je dis ça, c'est que je travaille sur Rome. J'aime beaucoup Rome. Le travail d'un étudiant en master d'histoire, c'est de choisir un sujet, faire des recherches dessus, et ensuite écrire un espèce de livre qui fait entre 80 et 110 pages qu'on appelle un mémoire. Et le sujet de mon mémoire de l'année est la lutte contre la piraterie à Rome de 200 à 30 avant Jésus-Christ. Je vous l'ai dit que j'aimais les Romains, je m'en cache pas, je m'en cache plus maintenant. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter pourquoi j'ai choisi ce sujet, qui me passionne déjà. Et de toute façon, s'il me passionne pas, je suis dans la merde, parce que je dois écrire un livre dessus. Donc faut que je me passionne. Et ça me passionne. Et ce sujet, je ne l'ai pas choisi pour rien, parce que sur la période concernée, la piraterie, elle prend une toute nouvelle ampleur. Une ampleur telle que Rome, et probablement le monde, ne l'a jamais connue. C'est pour vous dire à quel point on est sur un sujet sérieux. D'habitude, les pirates, ce sont des travailleurs isolés. Car oui, c'est une profession comme une autre. Et le reste du temps, ils vivent dans la société. À la fois pour s'y camoufler, trouver de nouvelles proies, ou tout simplement vivre. Et oui, les pirates sont des êtres humains. Comme nous. Et d'ailleurs, d'autres métiers qui sont en contact avec la mer, notamment les pêcheurs ou les commerçants, vont parfois se faire pirates, parce que ça permet tout simplement de terminer le mois quand on n'a plus d'argent. Et on peut dire que la piraterie est simplement la face cachée du commerce maritime. Là où il y a des bateaux de commerce, il y aura toujours des pirates. C'est comme ça que ça marche. Mais vers 130 avant Jésus-Christ, une toute nouvelle piraterie se développe en Cilicie, car la situation géopolitique y est propice. Depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand, les terres allant de la Grèce à la côte levantine et l'Égypte sont contrôlées par des royaumes héritiers du conquérant. Ils sont fondés par des généraux d'Alexandre qui créent des royaumes riches et puissants, mais qui ont la fâcheuse tendance de se faire la guerre entre eux. Au milieu de ces superpuissances de l'Antiquité, on trouve des royaumes comme celui de Pergame, des cités-états très puissantes comme la ville de Rhodes, ou alors des ligues de cités-états comme la Ligue étolienne ou la Ligue achaïenne. Les guerres permanentes ainsi que l'arrivée de Rome dans ce monde à partir de 200 mènent à une implosion de la région. Les Séleucides perdent progressivement de leur puissance après des révoltes et une guerre perdue contre Rome en 188. Le royaume antigonite disparaît tout simplement en 68 face à Rome, et les Lagides d'Égypte s'affaiblissent dans les guerres, les querelles dynastiques et les révoltes. Tous ces événements permettent aux Ciliciens de développer plus facilement leur activité. Mais cette fois, ce ne sont pas simplement des petits individus isolés qui s'engagent, mais un peuple tout entier. Les anciennes puissances n'ont plus les moyens de maintenir des navires de guerre coûteux pour lutter contre ce fléau. Et le pire dans tout ça, c'est que Rome trouve un intérêt à cette piraterie, car ça lui permet d'avoir en permanence accès à des esclaves qui sont nécessaires à son économie. En plus de la Cilicie, le phénomène gagne d'autres peuples qui sont attirés par un gain facile, notamment les Crétois qui rejoignent la piraterie. Face à la menace, Rome finit par réagir, mais clairement pas par altruisme. Ses alliés en Orient, et notamment Rhodes, se plaignent de la menace pirate qui empêche tout commerce, et ils font pression sur le Sénat pour que les Romains agissent. En 102, Rome envoie le général Marcus Antonius Orator en Cilicie, pour y mener une opération sur terre et sur mer. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que Rome doit s'appuyer sur ses alliés, car les forces qu'elle mobilise sont trop faibles, et que même si la campagne se clôture par un succès, elle n'arrête en rien les pirates. En 100, la cité promulgue une loi sur les pirates, qui souligne qu'il est important de lutter ensemble face à ce fléau et qui interdit notamment à ses alliés d'héberger des pirates. Mais ça ne va pas plus loin. En fait, la lutte contre la piraterie va souvent se limiter à des actions qui permettent aux généraux de revenir auréolés de gloire, ou alors à Rome d'acquérir de nouvelles terres stratégiques, mais sans jamais lutter contre les racines du mal. De 78 à 74, le général Publius Servilius Vatia mène une campagne en Cilicie, à la fois sur les côtes, mais aussi dans les terres. Cette campagne est encore une fois un immense succès qui permet de prendre des villes clés aux pirates. Mais malgré ça, les pirates continuent à proliférer. À tel point qu'en 74, on note des attaques contre l'Italie même, alors qu'on pensait jusqu'ici qu'elle était inatteignable. Pour lutter avec efficacité contre la piraterie, on crée un commandement exceptionnel qui va à l'encontre de toutes les lois romaines. On confie à un seul homme un pouvoir sur toutes les mers et jusqu'à 5000 dans les mers, et ce pour une durée illimitée. Le général à qui l'on donne ce pouvoir est Marcus Antonius, le fils de l'autre Marcus Antonius.
Il commence les opérations en 73 en Occident, puis se tourne vers la Crète en 72, où il est défait comme la dernière des merdes. Vraiment, c'est le terme approprié. Et pour se moquer de lui, on lui donne le surnom de Créticus pour qu'il se rappelle toute sa vie de son échec. C'est clairement du harcèlement de masse. Clairement. La Crète sera réduite de 69 à 67 par Quintus Metellus, mais ça aussi, ça ne mettra pas fin au problème. Et en fait, ça ne change même rien du tout. Le commerce devient toujours plus dangereux, et l'Italie est attaquée sur son propre sol. Et à ce moment-là de l'histoire, on considère que les pirates ont environ 1000 navires. Et on parle pas de 1000 navires de pêche, hein. Il y en a carrément qui sont des vrais navires de guerre qui ont été capturés, et qui sont entretenus par les pirates. Donc c'est puissant, c'est très puissant, y a rien à redire. À Rome, on connaît des émeutes de la faim car le blé se fait plus rare, ce qui augmente les prix et menace toujours la vie de dizaines de milliers de Romains. Le tribun Aulus Gabinius propose en 67 une loi pour résoudre ce problème. Confier à un seul homme un commandement exceptionnel sur toutes les mers et quasiment sur toutes les terres, ainsi qu'une flotte d'au moins 200 navires et 120 000 hommes. Autant dire que c'est la plus grande armée qu'un général pourrait avoir sous ses ordres. Donc les risques de le voir l'utiliser pour son profit et tout simplement prendre un pouvoir personnel à Rome est très très élevé. L'homme qui hérite de ce pouvoir sans égal est Pompée, qui était surnommé à l'époque le Grand pour ses différents exploits guerriers. Quel homme! Il va agir avec une extrême efficacité. Il divise la Méditerranée en 13 secteurs qu'il demande à ses généraux de nettoyer méthodiquement. Mais au lieu de simplement tuer les pirates, il va proposer quelque chose d'exceptionnel pour l'époque. Leur sauver la vie. Si jamais les pirates acceptent cette offre, ils seront réinstallés dans des terres, loin de la mer, avec aucune chance de pouvoir repratiquer la piraterie à grande échelle un jour. Et la majorité va accepter, ce qui va permettre à Pompée de réussir cette campagne en seulement quelques mois. Si on compte la préparation de cette campagne jusqu'à la fin officielle, on est à peu près à 1 an d'intervalle. 1 an pour nettoyer la Méditerranée des pirates. C'est un exploit. Alors faut être réaliste, il n'a pas réussi à annihiler la piraterie, mais il a réussi à la réduire à un niveau acceptable. Il existe toujours des petits pirates qui se baladent à gauche à droite, mais ils ne mettent pas en péril l'ordre établi. Et cet exploit est si important que pendant 25 ans, la Méditerranée ne va connaître aucune forme de grande piraterie. Jusqu'à ce que le fils de Pompée recommence. Mais cette piraterie est très particulière, car elle intervient plus comme une stratégie militaire dans un contexte de guerre civile. César a déjà été tué après avoir construit un pouvoir quasi monarchique en éliminant ses ennemis, au premier rang desquels Pompée. Les 3 héritiers de César, Octave, Marc-Antoine et Lépide, se sont partagés l'empire. Mais Sextus Pompée conteste cet acte. Il contrôle alors la Sicile, la Sardaigne et la Corse, ce qui lui permet de mener des opérations navales contre l'Italie. De 42 à 36, il est en guerre ouverte contre ces 3 hommes et il met en place un blocus contre l'Italie pour faire pression sur les dirigeants. Et c'est d'ailleurs super efficace. Il est néanmoins battu en 36 par Octave, qui crée ensuite l'image de Sextus Pompée le pirate. Pas de chance pour le jeune Pompée, il s'était effectivement entouré de pirates pour mieux maîtriser les mers. Le meilleur amiral de Sextus Pompée était d'ailleurs un ancien pirate qui, paraît-il, était un génie tout simplement sur mer, genre il faisait des drifts comme ça. C'était plus impressionnant avant, ouais, je vous jure. En 30, Octave met fin à la guerre civile en prenant le contrôle de l'Égypte dans laquelle s'était réfugié son dernier opposant, Marc-Antoine. Le bassin de la Méditerranée est enfin unifié politiquement parlant, ce qui permet d'avoir un contrôle tout à fait différent de la piraterie. Vous connaissez maintenant les grands événements qui vont ponctuer mon mémoire, et il ne me reste plus que 2 choses à vous dire. Tout d'abord, c'est que je vais sûrement refaire des vidéos pour parler de sujets, parce que j'ai encore énormément de choses à vous dire, et je vais sûrement en apprendre encore énormément, et ça me permet aussi de faire des vidéos sans avoir trop de recherches à faire derrière, donc ça veut dire plus de vidéos. La deuxième chose, c'est que je préfère largement les pains au chocolat au croissant, donc si jamais on se croise un jour en convention, n'hésitez pas à m'en amener. Pas plus d'un par personne, parce que si vous en amenez tous un, après il va y avoir du gaspillage, et c'est pas forcément très malin, mais un par personne. Pour le moment, on est 200 abonnés, ça peut le faire, si vous vous déplacez genre à 10%. Ça fait 21 pains au chocolat. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et n'hésite pas à me le faire savoir via tous les moyens qui sont à ta disposition si c'est le cas. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'hab. On ne sait pas ce qui va arriver sur cette chaîne, vous comme moi en fait, c'est... Enfin je mens un peu, parce qu'en ce moment je suis en train de préparer du lourd, du très très lourd, mais on en reparle en temps voulu. Au revoir.